C'est le grand entretien de ce Smart Impact avec Dominique Versini. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes cofondatrice du SAMU Social, première défenseur des enfants, ancienne ministre de Jacques Chirac et aujourd'hui adjointe d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Et vous publiez ce livre « J'ai rêvé d'un monde plus juste ». C'est aux éditions Flammarion. On va évidemment s'appuyer sur les souvenirs. C'est un livre assez personnel que vous décidez de partager avec nous. Mais d'abord, l'actualité. L'actualité, ce sont ces chiffres donnés par l'UNICEF et la Fédération des acteurs de la solidarité. Ils ont été publiés il y a quelques jours, à la toute fin de ce mois d'août. Au moins 2159 enfants, dont 503 enfants de moins de 3 ans endormis à la rue. Alors c'est une nuit, la nuit du 18 au 19 août en France, sont des chiffres qui s'aggravent, plus 6% en un an. Déjà une question générale, comment vous l'expliquez, la persistance ou l'aggravation de ce phénomène ? Alors, de deux manières. Comme vous le savez, historiquement, lorsqu'on a créé le SAMU Social de Paris avec le docteur Xavier Emmanuelli, c'était pour les grands clochards. Donc, c'était des hommes à la rue, très clochardisés. Et puis, à partir des années 2000, on commençait à arriver des familles venues d'ailleurs, donc des familles migrantes. Et ça s'est vraiment aggravé avec la crise de l'accueil des réfugiés en 2015. Et ça n'a pas cessé depuis. Alors, il faut dire que jusqu'il y a à peu près un an ou deux, jusqu'il y a 2 ans, le SAMU social arrivait tous les soirs à mettre toutes les familles à l'abri. Parce que quand même, un enfant, c'est une urgence. Bien sûr. Et puis c'est insupportable collectivement de se dire qu'il y a des enfants qui dorment à la rue. Il faut mettre tout le monde à l'abri, mais quand il y a des femmes enceintes et des enfants, et ces dernières années, parce que la mise à l'abri en urgence est une compétence de l'État, sauf pour les femmes enceintes isolées et les femmes isolées avec enfants de moins de 3 ans. C'est la loi. D'accord. Les lois sont parfois absurdes, mais parce qu'elles étaient faites à une époque où il y avait des jeunes femmes qui étaient enceintes et qui étaient rejetées de leur famille, etc. Elle n'a pas été construite à une époque où sont arrivés autant de flux de personnes de l'étranger. Et donc c'est l'augmentation du flux qui fait qu'aujourd'hui le SAMU social n'y arrive plus. Oui, parce que le SAMU social accueille par exemple 50 000 personnes en famille, qui sont des familles avec enfants, à l'hôtel. Donc l'État est en charge de cette mise à l'abri et jusque-là, l'État finançait les chambres d'hôtel. Le SAMU social est un peu arrivé au bout du nombre de places aussi possible et il envoie des gens à l'autre bout de l'Île-de-France. Et donc, les services de l'État, préfecture de région, en charge de l'hébergement, ont donné comme consigne à l'État, et c'est là que c'est un très grand problème, je dirais, moral, de ne prendre en charge les femmes enceintes que si elles sont dans le 8e mois et de ne prendre en charge les familles avec enfants que si les bébés ont moins de 3 mois. Ça veut dire qu'un bébé de 4 mois peut dormir dehors. Pris en charge. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont pris en charge, qui sont scolarisés et qui dorment dans la rue. Et pour cela, alors au niveau ville, on ouvre des gymnases. Alors un gymnase, c'est pas un lieu d'hébergement. Non, mais c'est dur. C'est une mise à l'abri. En urgence, on se dit... Mais ça ne règle pas le problème. Bien sûr. Mais alors, donc il y a quand même un lien que vous faites très clairement, que je n'ai pas forcément toujours entendu dans les articles ou les papiers de mes confrères d'ailleurs, quand ces chiffres de l'UNICEF sont sortis, entre l'immigration irrégulière et l'absence de prise en charge. Ça ne retire rien à l'obligation morale, à mon avis, de prendre en charge ces familles. Mais c'est parce qu'elles ne sont plus dans les radars du système, parce qu'elles sont en situation irrégulière, donc elles n'osent pas aller dans certaines structures. J'essaye de comprendre pourquoi ça marche moins bien. Il y a des familles qui sont demandeuses d'asile, mais pour lesquelles il n'y a pas de place dans le dispositif de demande d'asile, le temps que les démarches pour savoir si elles relèvent du statut de réfugié ou pas. Il y a des familles qui ont été déboutées de l'asile. D'accord. Il y a des familles primo-arrivantes qui arrivent et qui essayent d'échapper à tous les radars, mais c'est de plus en plus possible. Parce que, bon, ça c'est très bien connu, il y a une politique de lutte contre l'immigration irrégulière qui est de plus en plus forte. Mais jusque-là, malgré la politique de lutte contre l'immigration irrégulière, les familles et les enfants ont toujours épargné. Et maintenant, moi je trouve qu'on atteint le fond en laissant des enfants et des femmes enceintes à la rue. Avec une dimension politique qui est claire, qui est le discours ambiant sur l'immigration et les clandestins. Et donc,
une sorte de quoi, de frilosité, de manque de courage politique, parce qu'on pourrait dire il faut les régulariser, ces familles. Alors oui, moi c'est ma position. Oui. Vous voyez, même Nicolas Sarkozy, quand j'étais défenseur des enfants en 2006-2007, il a fait une grande opération de régularisation parce qu'il était pragmatique. En les régularisant, ça permet de les sortir de l'hébergement d'urgence et ça leur permet de travailler et de rentrer dans le droit commun. Et tous les gens sont dans le droit commun maintenant, ils travaillent, les enfants. C'est plus possible. Non, ce discours-là ne passe plus du tout. Et moi, quand je dis, écoutez, il y a une solution, c'est qu'il faut régulariser. Au moins, par exemple, il y avait une circulaire Valls. Il n'y a pas l'histoire de l'appel d'air, tiens, je veux bien vous entendre là-dessus, parce que c'est l'argument qu'on doit vous opposer à chaque fois. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Si on dit, tiens, on va régulariser les femmes avec enfants de moins de 3 ans, est-ce qu'il y aura un appel d'air? Je ne sais pas. Je sais que dans le monde entier, il y a des gens qui cherchent à fuir la guerre, la misère. Et donc, alors, la guerre, les tortures, etc., ça rentre dans le dispositif statut réfugié. Ouais. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui sont en attente du dispositif de statut de réfugié ou des gens qui ont le statut de réfugié et qui sont à la rue également. Puis, il y a des gens qui arrivent dont on ne sait pas encore où est-ce qu'ils se trouvent. Donc, il y a et il y aura toujours des mouvements de population. D'ailleurs, la plupart sont au sein de l'Afrique. Par exemple, en Afrique, il y a des pays, au Moyen-Orient, partout, qui quittent un pays, qui vont dans un autre. Nous, c'est très, très peu ce que nous avons. Par exemple, l'Allemagne, en 2015, a accueili 1 million de personnes et on a régularisé 750 000. Nous, on a accueilli très, très peu. C'est 10%. Et ça a fait toute une montagne. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une parole assumée sur l'immigration irrégulière et que c'est très compliqué. Alors, voilà. Donc, moi, je pense qu'en tout cas, il y a une chose qui s'appelle, par exemple, la Convention internationale des droits de l'enfant, l'intérêt supérieur d'un enfant. Pour moi, un enfant qui va à l'école et qui est scolarisé et qui dort dans la rue le soir, c'est impossible. D'ailleurs, les gens, moi je parle de Paris parce que je suis parisienne, mais les familles parisiennes dans les écoles, elles se cotisent, elles leur payent des chambres d'hôtel, elles les accueillent chez eux. Le nombre de gens de la société civile qui se disent on ne peut pas laisser cette femme enceinte dans la rue ou cet enfant qui est le petit camarade du mien et quand le mien va goûter et rentre au chaud, l'autre il dort derrière la gare de l'Est ou la gare du Nord, c'est intolérable. Moi je dis quand même que les enfants, et c'est bien que la présidente de l'UNICEF ait pointé ça parce que comme c'est l'UNICEF, ça a plus de force que quand c'est un politique qui le dit. Oui. Voilà. Parce que je le rappelle, vous êtes adjointe à Anne Hidalgo à la mairie de Paris. D'ailleurs, vous ne représentez pas non plus aux prochaines élections? Non, parce que j'ai fait 2 mandats, donc 12 années. Donc c'est bien. Et je considère que j'ai apporté ma part et que c'est aux générations à venir de poursuivre. Parce que l'actu, elle est aussi politique, c'est la chute probable du gouvernement Bayrou le 8 septembre prochain. Tiens, vous seriez député, vous voteriez la confiance ou pas? Bon, j'avoue que vous êtes la première personne à me poser cette question, mais je comprends que les partis ne veuillent pas voter la confiance. En plus, ils demandent la confiance, mais il sait bien que c'est quand même un peu délicat. Donc c'est... Alors, moi, je connais bien François Bayrou. C'est un centriste, démocrate, chrétien, etc. Il est porteur de beaucoup de valeurs. Mais je crois que... pourtant, c'est un grand connaisseur du monde politique. Mais là, si on braque tous les partis politiques, on ne peut pas avoir la confiance de l'Assemblée nationale. Mais il faut bien les faire, ces économies. Oui, il faut les faire. Mais vous voyez, par exemple, c'est très ciblé sur les questions sociales. Ouais. Mais les questions sociales, de tout temps, ont été considérées comme accessoires. Mais maintenant, on n'est plus dans l'accessoire, on est dans l'essentiel. Quand on laisse des enfants dans la rue, on est dans l'essentiel. Et ces budgets-là, on ne peut pas les sabrer. Parce qu'en faisant ça, ils perdent la confiance de tous les acteurs de la solidarité, quels qu'ils soient. Ça va d'Emmaüs au Secours catholique, aux protestants, enfin tous ceux qui accueillent historiquement les gens à la rue. Et si on leur coupe les moyens, qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez, ça provoque une sorte de désespérance. Que vous ressentez en ce moment là? Oui. Parce qu'il y a déjà, il y a un découragement. Avant même ce budget-là, il y a déjà eu un certain nombre de coupes dans des subventions avec beaucoup d'associations qui souffrent. Oui, mais pas tant que ça, en fait. Ouais. Il y a des coupes et des rattrapages. D'accord. Mais là, c'est quand même très assumé. Et voilà, donc je pense que dans ces conditions-là, c'est assez difficile de pouvoir s'en sortir. Je reconnais que diriger un pays, c'est pas facile.
Mais je crois qu'il faut s'accrocher à certaines valeurs qui ne sont plus là. Vous avez été secrétaire d'État chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion. C'était après la réélection de Jacques Chirac en 2002. C'est d'ailleurs la première personne que vous remerciez dans votre livre. Je voudrais bien savoir pourquoi. Parce que vous êtes plutôt une femme de gauche, donc... oui, mais Jacques Chirac a énormément compté dans mon parcours. D'abord, lorsque Xavier Emmanuelli avait cette idée du SAMU social, tout le monde lui fermait la porte et nous sommes allés voir le maire de Paris. C'était en 94, vous savez, quand Balladur voulait être président et qu'il était mis de côté et qu'il était tout seul dans l'hôtel de ville. Et il s'est lancé, rappelez le caractère qu'il avait... Dans cette, il n'y aurait pas eu le SAMU social sans Jacques Chirac. Non, le SAMU social n'existerait pas sans Jacques Chirac. Jacques Chirac, déjà, la ville de Paris a toujours eu une politique sociale sous Chirac. C'était toujours très important. Et on n'était pas dans une époque où les questions d'immigration étaient aussi fortes et clivantes qu'aujourd'hui. Jamais, par exemple, moi, quand je dirigeais le SAMU social, à un moment, j'avais plus de place d'hébergement, je prenais un micro, vous m'auriez invité, j'aurais dit, il faut que Jacques Chirac sache que le SAMU social qu'il a créé laisse des gens dehors. Et il m'aurait appelé 3 minutes après, Dominique, qu'est-ce qui se passe? Et il aurait donné des ordres au préfet d'ouvrir des places. Vous voyez, en revanche, en 2002, c'était une vraie question. C'est une autre époque. En 2002, donc 10 années ou 7-8 années après, c'est une vraie question. Jean-Marie Le Pen est au second tour de la présidentielle. Oui. Donc, et à ce moment-là, vous devenez secrétaire d'État. Est-ce qu'il y a eu, vous y restez quasiment 2 ans, à ce poste, quel bilan vous en faites? Est-ce que vous dites, tiens, j'ai quand même réussi à faire bouger les lignes? Oui. Ou alors, bon, c'est quand même la structure, l'administration, ou les contingences politiques, parce que ça peut être ça aussi, font que je n'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais. Alors, déjà, vous le savez, quand on est dans un gouvernement, on ne fait pas tout ce qu'on veut. C'est vrai. Et en 2 ans, si on arrive à faire des choses, c'est formidable. Alors déjà, moi, j'ai pu mener tout ce que je voulais en matière de sans-abri à l'époque, augmenter énormément les places d'hébergement, enfin tout ce qu'il faut faire, gérer les plans d'urgence. J'ai développé tout le réseau des pensions de famille. Enfin, j'ai toujours été soutenue par Chirac et par Jean-Pierre Raffarin, d'ailleurs, qui était un Premier ministre. Voilà, et qui était un humaniste, un homme de droite, humaniste, centriste. Et j'ai même pu créer le dispositif d'accueil qui fait tant de bruit aujourd'hui pour les mineurs non accompagnés. Et j'avais été, avec Jean-Pierre Raffarin, visiter un centre. On avait fait une maraude et je revois Raffarin assis sur un trottoir parlant à un clochard. C'était complètement une autre époque. Les gens n'avaient pas peur d'exprimer de la sympathie ou de leur humanité. Voilà, c'était pas aussi flagrant. Et ensuite, moi, Chirac, il a créé le SAMU social. Il a fait de moi, qui venait de la société civile, une secrétaire d'État. D'abord Xavier Emmanuelli, puis moi. Et il a toujours été, par exemple, à l'époque, mon ministre de tutelle était François Fillon. Ah, c'était pas si facile avec François Fillon, si je me souviens bien. Voilà, et il voulait supprimer ou réduire l'accès à l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière. On en parlait déjà. De l'aide médicale d'État. Il y avait un décret qui était en attente, et moi j'ai dit, je suis désolée, moi je suis contre, si c'est ça, je reste pas. Et finalement, Jean-Pierre Raffarin a annulé la publication du décret, parce que j'ai dit, les gens, de toute façon, si on ne les soigne pas, on les retrouve avec des pathologies aggravées. Ça coûte encore plus cher. Et vous voyez, le débat sur l'aide médicale d'État, il revient tout le temps. C'est un marqueur sur la question des réfugiés et des migrants. C'est leur santé. Voilà, donc c'est mon bilan au bout de 30 ans. Mais moi, je trouve que j'ai pu faire beaucoup de choses. J'ai été toujours soutenue par Chirac et Raffarin. Mais aussi parce que je venais de la société civile, il y avait ce lien créé par le SAMU social. Mais Dominique Versini, vous avez aussi été défenseur des enfants, la première défenseur des enfants. Oui. Et en préparant l'émission, j'ai relu un certain nombre de témoignages ou d'interviews, et il y en avait une notamment où vous disiez que vous étiez sorti de ces 5-6 années en parlant 5 années d'affrontement avec l'exécutif. Et vous dites, j'en suis sorti lassé ou fatigué. L'exécutif, en l'occurrence, c'était Nicolas Sarkozy, François Fillon. Donc c'était quoi? C'était une autre façon de penser la politique chez eux, ou une autre façon de penser les questions de précarité ou de protection des enfants? Parce qu'on se dit,
c'est une cause, Alors, Fillon, c'est une cause générale, quoi. Oui, Fillon, c'était 2002-2004. Donc après, j'ai été défenseur des enfants en 2006. Après, Sarkozy, autour de ces années-là, a été président de la République. Mais oui, et François Fillon, Premier ministre. Oui. Alors, lui, le problème était que Sarkozy, on avait marre d'entendre toutes ces autorités indépendantes. Vous vous rappelez, la HALD, la Haute Autorité, la lutte contre les discriminations, le défenseur des enfants. Tout le monde disait, mais vous respectez pas bien les enfants, les droits des enfants handicapés, les droits de ceci, les droits de ceux-là. L'autre disait, mais les discriminations, vous ne faites pas assez. Il en avait ras-le-bol. Et donc, il a dit, je vais tous les supprimer. Je caricature. Et je vais créer le défenseur des droits, qui, c'est vrai, aujourd'hui, a pris sa place. Et vous, comme défenseur des enfants, là aussi, est-ce qu'il y a des zones dans lesquelles vous n'avez pas pu intervenir? Je pense à ça avec l'affaire Bétarame, Notre-Dame de Bétarame, qui a marqué tout le début de cette année 2025, et la question de l'enseignement privé, des internats dans ces enseignements privés, et tout ce que ce scandale révèle. Est-ce que c'était une zone inaccessible pour une défenseur des enfants? Non, c'est-à-dire qu'à l'époque, les défenseurs des enfants ou la défenseur des droits, aujourd'hui, n'agissent qu'à partir des réclamations qu'ils reçoivent. Et sur ces questions de violence sexuelle, etc., on recevait peu de réclamations. À ce moment-là, les principales réclamations qui arrivaient concernaient les mineurs non accompagnés, les mineurs isolés, qui n'étaient déjà pas bien vus, si je puis dire, mais dont certains sont quand même des enfants et qu'il faut protéger. Les enfants handicapés, là, la France a fait beaucoup de progrès. Et on n'avait pas du tout... c'était quand même un tabou, la question des violences sexuelles. Et c'est très récent, c'est avec le MeToo inceste, plus récemment, qu'on a eu accès à... Vous ne pouviez pas vous saisir parce que la parole ne s'était pas libérée, si je comprends bien, ou pas suffisamment libérée. Oui, je pense que la parole était... D'ailleurs, elle explique très bien, la fille de François Bayrou, elle dit, on n'osait pas dire à nos parents, on avait peur, et donc c'est très récemment, c'est les combats féministes, le MeToo inceste, etc., qui ont fait que pendant cette période du Covid, on est tombé sur la tête avec tout ce qui est arrivé. Et pour parler de l'enseignement public, enseignement privé, tous les signalements arrivent, par exemple pour les enfants victimes de maltraitance, des établissements publics, et les établissements privés ne font jamais de signalement. Vous voyez, c'est quand même très intéressant. Et donc, mais maintenant, aujourd'hui, et moi je travaille beaucoup je continue dans mes fonctions à diffuser la connaissance des droits des enfants en direct aux enfants eux-mêmes, dans les écoles. Et il commence à y avoir... Alors, voyez, ça, je trouve ça intéressant parce que c'est l'un des leviers d'action pour vous, le fait de devoir développer une culture des droits de l'enfant en France. C'est quoi? C'est des messages publics, c'est de la formation des enseignants, c'est des heures consacrées à ça auprès des enfants dans les écoles? Oui. D'ailleurs, je vais bientôt faire une intervention auprès des futurs enseignants de l'école nationale, l'INSPE, qui forme les futurs enseignants. Et je vais leur faire une formation sur qu'est-ce que la Convention internationale des droits de l'enfant, qu'ils en aient la connaissance, qu'ils connaissent les numéros utiles auxquels ils peuvent s'adresser et les procédures. En formant les adultes et les enfants, on arrive à faire éclore la parole. Et la culture des droits de l'enfant, alors pour le coup, c'est vraiment une politique qui coûte pas cher. Et moi, j'avais créé, quand j'étais défenseur des enfants, les ambassadeurs de la défenseur des enfants, et le défenseur des droits a conservé et ils ont des bataillons de jeunes en service civique qui vont dans tous les départements, dans les établissements scolaires, et qui expliquent aux enfants de quoi on doit les protéger, à qui ils peuvent s'adresser. Par exemple, il y a le numéro 119 pour l'enfance protégée, et il y a le 3018 pour le harcèlement et le cyberharcèlement, qui sont les mots qui touchent le plus les enfants à l'école. Harcèlement entre eux, ça a toujours existé, renforcé par le cyberharcèlement qui peut harceler les enfants jour et nuit. Voilà. Et donc, il y a un numéro, le 3018, on appelle, c'est gratuit, c'est un numéro national, etc. Et qu'ils connaissent aussi les procédures, qu'ils sachent qu'un enseignant, s'il sait qu'un enfant va pas bien, etc., a le devoir, tout professionnel et tout citoyen doit faire un signalement pour si un enfant est victime de maltraitance. Et ce qui est très intéressant, que je constate maintenant, parce que je suis vraiment en charge des droits de l'enfant, je voulais faire le focus sur ça, c'est lorsque les enfants ont compris tout ça, les violences physiques, les violences psychologiques, les violences sexuelles,
eh bien, on commence à avoir des paroles d'enfants qui émergent. Et donc, on peut les protéger plus tôt et les accompagner plus tôt. Parce que vous voyez, quand il y a eu la Civise, qui est cette commission avec le juge Durand, que le président de la République a nommé d'ailleurs, et puis qu'il y a eu la SIAZ que Jean-Marc Sauvé, l'ancien président du Conseil d'État, a fait sur l'Église. C'était sur l'Église. Eh bien, on a vu des gens, mais de 50, 60, 70 ans, qui racontaient ce qui leur était arrivé enfant, les viols, les incestes, et ils n'en avaient jamais parlé à personne. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, on pourrait mieux protéger les enfants, ça coûterait pas cher. Il faut des campagnes publiques, ça coûte rien. Et puis, parler directement aux enfants, expliquer aux parents, accompagner les parents dans l'éducation de leurs enfants. Non, la violence n'est pas une méthode éducative. La lutte contre la pauvreté, contre la précarité, la défense des droits de l'enfant, les deux sont liés. C'est-à-dire que quand il y a plus de précarité, il y a plus de péril pour les enfants aussi, ou moins de droits pour eux. Alors ça, c'est très intéressant, parce que justement, c'est vraiment une question. Parmi les enfants qui sont placés, confiés par les juges à l'aide sociale à l'enfance, parce que victimes de maltraitance, etc., on constate que la plupart d'entre eux sont issus de familles migrantes ou pauvres, très pauvres, vivant dans les HLM, etc. Alors, est-ce que ça voudrait dire que dans les beaux quartiers, les parents sont forcément parfaits ? En réalité, les services sociaux ont plus le regard sur les plus pauvres. Pourquoi ? Parce qu'ils reçoivent des aides sociales, donc ils sont plus regardés. Et dans les familles plus aisées, il y a d'abord plus de personnes autour, il y a des grands-parents, il y a des nounous, il y a des établissements, ils sont souvent dans des établissements privés desquels n'émergent pas des signalements. Mais par contre, ces familles-là, on les retrouve au moment des situations de divorce conflictuel. C'est à ce moment-là que ça sort. Oui, parce que les divorces se passent devant le juge aux affaires familiales. D'accord. Et le juge aux affaires familiales, à un moment, n'en peut plus de voir ses parents qui n'arrivent pas à s'entendre sur les droits de visite, les droits de garde, etc. Et constate qu'il y a des violences. Et à ce moment-là, transfère le dossier au juge des enfants pour dire, là, cet enfant, il est en danger dans ce couple. Ouais. Et là, on retrouve des gens qui ne sont pas les gens habituels de l'aide sociale à l'enfance. D'accord. Je vais citer, et c'est lié évidemment à votre livre, « Rêver d'un monde plus juste ». Vous dites « Rêver d'un monde plus juste », ce n'est pas naïf, hein, c'est nécessaire pour que nos sociétés puissent tenir debout demain. Et je lis cette déclaration, finalement, à l'efficacité de l'action publique. Parce qu'il y a beaucoup d'argent public dépensé depuis longtemps pour essayer de réduire les inégalités. Qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que vous avez ce regard, cette expérience pour dire il y a des choses qui marchent et d'autres moins bien. Qu'est-ce qui marche, par exemple, et qu'on pourrait dupliquer ou accentuer ? Alors, peut-être, si vous me le permettez, pour terminer sur les enfants, en France, un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. C'est énorme, tous les 5 jours. C'est insupportable. C'est insupportable. Moi, quand j'étais défenseur des enfants, je suis beaucoup allée dans les pays nordiques. Très tôt, ils ont mis en place une politique d'accompagnement des familles. Parce que éduquer, élever un enfant et tout, c'est pas inné. Ça s'apprend aussi. Et ils ont interdit les violences et accompagné les parents en créant un service public. Après l'accouchement, les parents peuvent aller dans les mairies, c'est gratuit, et en regardant un petit film. Bon, par exemple, qu'est-ce que je fais quand mon enfant fait une crise de nerfs ? C'est arrivé à tout le monde, dans un supermarché, dans la rue, à la maison, etc. Comment je gère ça ? En Suède, en Norvège et tout, il y a 0 enfant qui décède et il n'y a pas d'enfant placé. En France, il y a un enfant qui meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents et il y a 300, à peu près 50 000 enfants placés, confiés, protégés par la justice. Vous voyez, là, c'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites, c'est qu'il manque des accompagnements parentaux, des politiques éducatives en direction des parents, parce que ça, c'est de la prévention. Et la prévention, ça coûte toujours moins cher que la réparation. Donc ça, c'est pour moi, c'est un grand manque. Ce qu'on pourrait mettre en place. Oui. Est-ce qu'à l'inverse, il y a eu je sais pas, des systèmes mis en place qui servent à rien et dans lesquels on a perdu beaucoup d'argent ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ou est-ce que vous vous dites, non, c'est toujours... Non, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Ouais. Mais pour moi, c'est pas assez ciblé parce que la prévention n'est pas prise en compte comme une priorité. Or, c'est comme dans le domaine de la santé. La prévention coûte toujours moins cher que la prise en charge santé qui peut coûter extrêmement cher. Donc, je pense que ça, c'est un maillon faible de nos politiques. Et il suffit d'aller dans les pays nordiques pour comprendre que ce qui est insupportable ne peut plus... Alors, ils ont mis 20 ans pour y arriver.
mais ils y sont arrivés. Donc c'est possible d'avoir une société apaisée. C'est possible qu'il n'y ait pas d'enfants qui décèdent. C'est possible qu'il n'y ait pas d'enfants qui révèlent ou des gens qui révèlent à 60 ans en pleurant comme un enfant l'inceste ou les violences subies. C'est possible. Donc c'est ni de droite ni de gauche. Ça, c'est universel. On termine là-dessus. Merci beaucoup, Dominique Merci Versini. beaucoup. Votre livre « J'ai rêvé d'un monde plus juste » est publié aux éditions Flammarion. Ce Smart Impact continue avec notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables.